26 personnes sauvées d'un pétrolier en feu. C'est la prouesse réalisée ce vendredi par les membres de la cellule de gestion de crise en mer du Togo. Un sauvetage qui traduit une fois encore de la sécurité des côtes togolaises. Après la mise en place des cantines dans les différents établissements scolaires au Togo, le gouvernement et son partenaire le PAM militent pour des aliments de qualité à servir dans les assiettes des élèves. Un projet qui prendra forme après la validation de documents élaborés à cet effet. Et puis le drapeau étoilé américain flotte depuis ce vendredi devant son ambassade à La Havane. Un important symbole d'une réconciliation en marche entre les États-Unis et Cuba après plus de 50 ans de froid. C'était les titres. À toutes et à tous, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de 20h sur la télévision togolaise. La cellule de gestion de crise en mer a été activée tôt ce matin et pour une cause. Un bateau pétrolier en provenance du Nigeria a pris feu en haute mer. La réaction prompte et efficace des autorités togolaises a donc permis de sauver tout ce qui pouvait l'être, particulièrement les 26 personnes à bord. Adolphe Paca. C'est ce matin, autour de 6 heures, que la préfecture maritime a été alertée de la détresse de ce bateau Air Aphrodite, battant pavillon libérien. Et très vite, les dispositions sont prises et la marine nationale a été dépêchée sur les lieux. À bord de ces vedettes et patrouilleurs de la marine nationale togolaise, la cellule de gestion de crise en mer, aussitôt activée par le préfet maritime, s'est promptement rendu sur les lieux. L'incident se passe dans les 4 nautiques sud-ouest du port autonome de Lomé, soit à environ 7 km. Après demander autorisation du chef d'état-major des forces armées togolaises, les moyens navals de la marine nationale ont été mobilisés. Les services du port autonome de Lomé ainsi que ceux de la gendarmerie nationale ont été également requis pour appuyer la marine nationale. Les différentes équipes arrivées dans la zone de détresse ont constaté effectivement l'incendie qui s'est produit suite à une grande détonation. Il s'agit d'un tanker battant pavillon libérien qui mouillait dans les eaux territoriales togolaises depuis le 12 août en provenance du Nigeria. La promptitude et l'habileté de la cellule de crise mise en place par les autorités togolaises pour faire face à d'éventuelles crises en mer a permis de sauver tout l'équipage et tout ce qui peut l'être. Les 26 personnes qui se trouvaient à bord, dont 3 passagers nigérians, ont été transférés dans un patrouilleur de la marine nationale en vue d'être conduits à quai pour une prise en charge adéquate. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Face à la gîte du navire qui devient plus importante, le préfet maritime a adressé à l'agence consignataire du navire une mise en demeure au fin de remorquer sans délai le dit navire des eaux territoriales togolaises. Le parquet de Lomé, sur le lieu, a instruit les services compétents d'ouvrir une enquête afin de déterminer les circonstances dans lesquelles cet incendie s'est produit et situer les responsabilités. Pour l'instant, difficile de connaître les causes de cet incendie. D'après les premières investigations, il n'y a aucun risque de pollution. La préfecture maritime, avec sa cellule de gestion de crise en mer, le Haut Conseil pour la mer et la vigilance des autorités togolaises viennent de démontrer une fois encore la capacité et l'efficacité du système sécuritaire maritime togolais. Autre actualité, pour booster le secteur agricole au Togo, le gouvernement opte pour la formation des acteurs agricoles et ruraux. Mais au préalable, une étude de faisabilité du projet est en cours dans les savanes. 8 centres publics et privés de formation et un consortium d'ONG tablent sur la question cette semaine. Le compte rendu depuis Daparan de Désiré.
L'étude de faisabilité du projet d'appui à la formation agricole et rurale phare au Togo est réalisée par un consortium d'ONG constitué d'agronomes et vétérinaires sans frontières AVFF, de l'INADES Formation, de l'entreprise Territoire et Développement ETD et de RAFIA. 18 centres de formation sont concernés dans les régions centrales, Kara et Savane pour le développement et la modernisation de la formation agricole et rurale au Togo. 8 centres retenus dans les savanes pour poursuivre le processus échange objectif validé avec l'ensemble des acteurs, les résultats et diagnostics territoriaux et les besoins en formation dans le domaine agricole. C'est pour avoir une large vision, disons, des acteurs sur tout ce que nous avons fait. Est-ce que les données collectées sur les activités agricoles ou bien les besoins en formation et surtout sur le territoire sont justes? Est-ce que ça manque quelque chose? Donc c'est pour valider ensemble ces informations, pour permettre au centre de prendre ces informations utiles en compte dans l'élaboration de leur projet d'établissement. Un projet initié par le gouvernement togolais pour booster le secteur agricole à travers le PENIASA. Les centres de formation agricole font déjà ce qu'ils peuvent pour améliorer la qualité de la formation, mais cet appui viendra vraiment renforcer leurs capacités techniques et organisationnelles et puis vraiment orienter les curricula dans le système de développement de l'agriculture, de modernisation de l'agriculture voulu par le gouvernement. L'Agence française de développement AFD accompagne l'étude dans l'optique d'œuvrer à l'amélioration de la productivité agricole. Les résultats ainsi capitalisés et appliqués vont soutenir les efforts du gouvernement togolais qui fait de l'agriculture un levier de développement, un secteur de croissance économique. Je vous le disais en titre, la qualité des repas dans les cantines scolaires est un sujet qui préoccupe les autorités et ses partenaires au développement tels que le Programme alimentaire mondial PAM. À cet effet, des guides pratiques pour la gestion de l'alimentation scolaire durable ont été élaborés et serviront ainsi de directives pour l'atteinte de l'objectif. Le compte rendu avec Komon Poyodé. Ces deux documents, l'un pour servir de ciblage, de mise en place et de gestion, l'autre comme une caisse de recettes, vont désormais constituer des guides pour une amélioration de la qualité des repas dans les cantines scolaires déjà opérationnelles dans certains établissements au Togo. Un repas par jour pour chaque apprenant, l'initiative permet d'encourager la scolarisation, notamment chez les enfants des ménages pauvres, souvent contraints à l'abandon des classes. Il s'agit en fait d'un repas complet et qui apporte aux enfants environ 2000 kilocalories par jour, et c'est en fait dans les normes ce qui est recommandé en matière d'alimentation scolaire. Et à l'heure actuelle, dans le programme du PDC, les repas sont distribués gratuitement. Selon des études, en 2006, au moins 114% des enfants en milieu scolaire souffrent de malnutrition. Situation qui a conduit à la création de cantines scolaires depuis 2008 par les autorités togolaises. L'on peut se féliciter du nombre d'enfants scolarisés au Togo. Une proportion importante d'entre eux abandonnent les classes dès les premières années et n'atteignent pas le niveau minimum du cours moyen deuxième année à cause principalement de la pauvreté et de la faim. En effet, les données récentes de l'enquête SMAT 2014 relèvent au sein de nos populations une situation de malnutrition chronique particulièrement élevée dans les régions septentrionales. La mise en œuvre des grands axes de ces guides est prévue pour l'année scolaire 2015-2016 et c'est avec l'appui technique et financier du Programme alimentaire mondial PAM. Et une chose est de s'alimenter, mais bien le faire pour éviter des désagréments comme
le surpoids. L'ONG Non à l'obésité en a fait son cheval de bataille et sensibilise les populations sur l'utilité de s'alimenter sainement. Emmanuel Adiaklo, Patrice Boka. Une enquête conjointe menée par le ministère de la Santé et l'OMS en 2010 au Togo révèle que 6,2% des Togolais sont obèses et 15,4% en surpoids, soit 1 296 000 personnes en excès de poids. 5 ans après, la situation semble prendre de l'ampleur. L'ONG Non à l'obésité veut apporter sa contribution dans la lutte contre ce fléau. Sur 6 millions d'habitants, nous avons environ 1 296 000 personnes en excès de poids. C'est trop, c'est énorme. Voilà donc ce qui suscite la rencontre des professionnels et ensemble, nous allons sortir des recommandations et indications consensuelles pouvant permettre à notre ONG de pouvoir mener à bien ce projet de façon professionnelle et efficiente pour le bien-être des Togolais et des Togolaises. Par cette implication et appropriation de ce problème de santé publique, l'ONG entend œuvrer aux côtés du gouvernement togolais afin de réduire de moitié d'ici à l'horizon 2025 les taux de prévalence de l'obésité et du surpoids, de même que les maladies connexes, afin d'offrir une meilleure santé à cette couche sociale. S'alimenter est un besoin tout aussi vital et indispensable que respirer. Cependant, comme tout excès, en abuser représente un réel danger pour la santé. Alors, quels sont les aliments à éviter ou à consommer avec modération? La réponse dans ce dossier réalisé par Emmanuel Adiaklo et Patrice Boka. Selon l'OMS, l'obésité et le surpoids, maladies non transmissibles, sont en constante augmentation aujourd'hui dans le monde. Et l'alimentation constitue l'une des principales causes identifiées. Cependant, y a-t-il une nuance à faire entre l'obésité et surpoids? L'obésité n'est que la conséquence d'un bilan énergétique positif, c'est-à-dire qu'en fait, tout individu a des apports alimentaires. Quand il y a un excès d'énergie, de calories, ces calories sont transformées en tissu adipeux, en matière grasse. C'est ça qui constitue progressivement, son accumulation constitue l'obésité. La différence, c'est une notion de l'échelle de gravité. Le surpoids, c'est un excès de poids qui est au-delà de 25, un IMC, un indice de masse corporelle qui est au-delà de 25. Pour son bon fonctionnement, l'organisme a besoin des apports énergétiques et calorifiques qui lui sont fournis par l'alimentation, un élément indispensable pour l'équilibre du corps humain à ne pas abuser. Nous recommandons une alimentation équilibrée. Équilibrée, ça sous-entend qu'il ne faudrait pas manger trop sucré, trop gras, trop salé. Et manger trop, c'est par rapport à ses besoins. Les besoins sont individuels. On ne va pas dire qu'il y a nécessairement d'alimentation d'interdit. C'est surtout de ne pas faire les excès. Et surtout les aliments qui sont hyper caloriques. Je vais vous donner quelques exemples. Quand vous prenez les boissons sucrées, c'est des sucres rapides. C'est des sucres rapides qui sont des éléments qui augmentent rapidement la calorie dans le corps. Tout ce qui est gras, nous le trouvons dans les charcuteries, dans les viandes grasses, comme le bœuf, le mouton, le porc, etc. C'est pourquoi plutôt il faut privilégier les volailles, le poisson. En dehors de ça, nous avons un autre volet, c'est les fruits. Il faut privilégier les légumes. La lutte contre l'obésité est une question de prise de conscience de soi, d'une bonne alimentation et d'exercice physique. Le suivi, c'est une alimentation équilibrée et avoir de l'activité physique. Activité physique, ça suppose quoi? Ça suppose que il faudrait
véritablement pour des déplacements, des trajets courts, marcher, monter les escaliers, prendre toutes les occasions pour bouger, c'est important. Et éventuellement avoir des activités de sport, de loisirs, surtout les sports d'endurance. Je peux vous citer la marche simple, tout le monde peut faire la marche. Il y a la marche rapide, il y a le cyclisme, la natation. Hein, c'est des sports qui sont recommandés. Et surtout quand la personne est âgée, ne pas forcer et prendre un avis médical. Et puis il y a le côté psychologique parce qu'il faut même mettre les obèses en confiance. Une alimentation saine est recommandée pour un corps sain afin d'être à l'abri de l'obésité et du surpoids. Une bonne alimentation est également nécessaire pour le nourrisson. Et pour cela, les professionnels de la santé infantile recommandent le lait maternel et rien que ce lait-là. Et pour une large diffusion de ce message, un bureau régional maritime du groupe d'action pour l'alimentation infantile vient d'être mis en place. Désiré Dagovi, Ramdan Bassina. Le bureau régional du groupe d'action pour l'alimentation infantile au Togo, Gain Togo, section Lomé commune Golfe, vient de voir le jour. Composé de 8 membres, le bureau aura pour mission d'œuvrer aux côtés du ministère de la Santé pour tout ce qui a trait à l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Surveiller et constater les pratiques alimentaires du bébé. Notre plan d'action est tout simple. Dans les jours à venir, dans les mois à venir, nous allons essayer de visiter tout le grand golfe, notamment tous les 10 cantons, afin d'approcher dans un premier temps les bonnes femmes allaitantes et les nourrices pour les conseiller. On les prend en charge si nos moyens nous les permettent. Gain Togo, aidé dans sa mission par International Baby Food Action Network, plaide pour un soutien multidimensionnel de tous les secteurs afin de permettre aux femmes de travailler et d'allaiter sans danger et de manière appropriée. Surtout que nous sommes dans la semaine mondiale de l'allaitement que nous appelons SMAM 2015 et le thème choisi cette année, comme c'est allaitement et travail, c'est pourquoi nous sommes au CMS à Dido Gomé pour faire savoir aux femmes qu'une femme peut toutefois allaiter et aller au travail aussi. Un enfant, dès la naissance, peut commencer par allaiter exclusivement, ni eau ni boisson jusqu'à l'âge de 6 mois et après 6 mois, cet enfant peut continuer le lait maternel jusqu'à l'âge de 2 ans. Selon une enquête menée par EDST4 2013-2014, 71% des enfants sont allaités jusqu'à 18 à 23 mois. De même, de 0 à 1 mois, en plus du lait maternel, 16% des enfants reçoivent de l'eau et 2% autres liquides. Et vous découvrirez les atouts et les bienfaits de l'allaitement maternel exclusif dans nos prochaines éditions. Santé animale à présent, la campagne nationale de vaccination contre le charbon bactéridien édition 2015 est à son terme. Et la semaine dernière, c'est à Kara que les vétérinaires et différents éleveurs se sont donné rendez-vous pour le point de l'opération. Nestor Mozo. Les régions Kara et Savane ont été touchées l'année dernière par le charbon bactéridien. Des dispositions ont été prises pour mener une campagne de vaccination des animaux à sang chaud contre cette maladie. Les acteurs de cette campagne se sont donné rendez-vous à Kara pour faire le point sur la couverture vaccinale, la surveillance épidémiologique et la croissance animale dans les 2 régions. En termes de bilan, nous pouvons vous dire que sur environ 301 000 têtes de bovins dans les 2 régions, un tiers a été vacciné. Mais il va falloir que nous redoublons d'efforts pour la deuxième campagne et voir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, afin de pouvoir atteindre l'objectif du projet qui est d'éradiquer cette maladie. Donc voilà, d'une manière ramassée, ce que nous devrons faire aujourd'hui afin de redonner du tonus aux équipes de terrain et pour continuer le travail. Le même genre de rencontre a été tenu au Nord Bénin, puisque cette partie aussi a été frappée par la maladie. La campagne de vaccination dans les 2 pays est financée par l'UEMOA. Elle va s'étaler sur 5 ans. Le charbon bactéridien est une maladie qui se transmet de l'homme à l'animal et vice-versa. Et au courrier départ du chef de l'État ce vendredi, le président de la République a adressé des messages de félicitations à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et à son Excellence Madame Park Geun-hye, présidente de la République de Corée. Et ces messages de félicitations
sont transmis. Ces messages donc sont transmis à l'occasion de la célébration de la fête nationale de ces pays respectifs. Et dans ces lettres, le chef de l'État s'est réjoui de l'excellence des relations d'amitié, de coopération et de solidarité qui lient Lomé à Brazzaville et Séoul, et a dit être convaincu que leurs actions communes contribueront sans nul doute à la consolidation et de la paix et à la promotion de l'intégration entre leurs différents pays. Hors du Togo, moment historique ce vendredi à la Havane. Pour la première fois depuis 1961, le drapeau américain a été hissé devant l'ambassade des États-Unis à Cuba, en présence de John Kerry. Le secrétaire d'État est la plus haute personnalité américaine à fouler le sol cubain depuis 1945. Une cérémonie qui a fait un clin d'œil à l'histoire. Regardez. La bannière étoilée dans le ciel cubain, remise par ceux qui l'ont abaissée il y a plus de 50 ans. Quoi de mieux pour marquer l'histoire? À la veille de la première visite d'un secrétaire d'État américain à La Havane depuis 70 ans, le site du département d'État a mis en ligne l'interview des 3 Marines qui, le 4 janvier 1961, ont consacré la rupture diplomatique entre les deux pays, annoncée la veille par le président Eisenhower. Notre supérieur m'a dit « J'ai besoin de 3 volontaires pour baisser le drapeau une dernière fois ». Je crois qu'il m'a dit quelque chose comme « Les marines les plus grands et les plus laids que vous trouvez, vous me les envoyez ». Plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis ce jour fatidique gravé dans la mémoire de ces 3 hommes, émus jusqu'aux larmes. Et on a retiré le drapeau. C'était un moment très émouvant. 2 jours après, les 3 hommes quittaient l'île pour ne plus jamais la revoir, jusqu'à ce 14 août 2015. Je pense à Cuba tout le temps. Je suis marié depuis 44 ans et ça fait 44 ans que je parle de Cuba à ma femme. J'y pense toutes les nuits maintenant. Enfin revoir le drapeau flotter. Pour ces 3 Marines, c'est un vieux rêve qui se réalise. Reste aux officiels de faire en sorte de ne pas décevoir les espoirs de ces Américains amoureux de Cuba et de ces Cubains assoiffés de liberté. Car derrière le symbole demeurent des points de friction entre Washington et la Havane. La question de la levée de l'embargo et celle de la restitution de Guantanamo sont loin d'être réglées. Direction la Chine, où le pays est toujours sous le choc après les gigantesques explosions dans la zone industrielle de Tianjin. On parle de près de 50 morts et de centaines de blessés. La nouvelle crainte des rescapés, c'est de respirer des fumées toxiques. Au feu des fumées s'élèvent encore des ruines. Ce vendredi, les pompiers continuent à combattre des incendies. Une bonne partie de la ville de Tianjin est dévastée. La double explosion d'un site de stockage chimique a fait plus de 50 morts et plus de 700 blessés. La deuxième explosion a frappé nos maisons en tôle et elles se sont écroulées. Nous avons rampé à l'extérieur, rampé jusqu'à la route et là, il y avait un trou profond d'1 mètre creusé par la déflagration. Les rescapés s'inquiètent maintenant de la qualité de l'air et de l'eau qui pourraient être saturées de substances chimiques dangereuses. Et les autorités ont reconnu ne pas savoir. Pour une large part, la situation sur le terrain n'est pas claire. Nous ne savons pas exactement quels polluants étaient impliqués dans l'explosion. Si cela n'est pas éclairci, nous ne pouvons pas déterminer quels produits ont été répandus dans l'air au moment de l'accident. Plus de 200 experts militaires ont été déployés pour tester cette pollution chimique, alors que les sauveteurs s'activent toujours dans les décombres. La vice-première ministre est venue aussi visiter les blessés et promet une enquête complète, car dans les médias sociaux, le mécontentement monte. Le port de Tianjin est l'un des plus importants du pays et se retrouve durablement paralysé. Il est notamment la porte d'entrée des automobiles. Plus de 10 000 voitures neuves récemment importées ont été calcinées. En bref, c'est le Gabonais Parfait Onanga Anyanga qui prend désormais la tête de la mission onusienne en Centrafrique, MINUSCA, un choix du secrétaire général de l'ONU après la démission de Babacar Gaye. Le général sénégalais a démissionné cette semaine de son poste suite au scandale de viol présumé par des casques bleus dans le pays. Et c'est justement sous le signe de la lutte contre le viol et la violence qu'a été célébré le 55e anniversaire de l'indépendance de la Centrafrique, un événement observé dans les représentations diplomatiques centrafricaines de plusieurs pays, dont le Togo. Les échos de la célébration à Lomé avec Augustin Kossi et Esther Laclé.
À l'unisson et en communion avec les communautés centrafricaines, ils ont célébré le 55e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale de la Centrafrique, un pays de l'Afrique centrale d'environ 5 millions d'habitants. À la cérémonie commémorative, le consul honoraire de la République centrafricaine au Togo a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance à l'État togolais pour son hospitalité légendaire. La célébration est dédiée aux femmes victimes des abus sexuels lors de la guerre de Bangui il y a 3 ans. Depuis 2 ans, nous avons la chance d'avoir une dame de fer à la tête de la République, Madame Catherine Samba-Panza, qui essaie donc de mettre toute sa sagesse, tout son pouvoir, toute sa force à redresser le pays. Que nous, ici, qui avons la chance d'être au Togo, de bénéficier donc de cette atmosphère de paix et de sécurité, nous avons pensé que ce serait honnête donc, de penser à nos sœurs qui ont subi ces violences-là. La crise en Centrafrique avait fait beaucoup de victimes et de déplacés, dont plus de 600 000 vivent actuellement au Togo. Le représentant du ministre de l'Action sociale a réitéré l'engagement du gouvernement à accompagner tous les réfugiés centrafricains au Togo dans leur quête d'une vie sécurisée. Le gouvernement a voulu apporter le message de paix du président de la République, son Excellence Faure Eswazimana Gnassingbé. Vous savez que le Togo, notre pays, vit la paix et la sécurité. C'est ce qui a permis d'ailleurs à des dizaines de Centrafricains de trouver hospitalité chez nous. 55 ans d'indépendance du berceau des Bantous, 55 années de parcours jalonnés parfois de crises qui mettent en mal l'existence même de l'État centrafricain. Et à l'heure où le pays s'apprête à organiser de nouvelles élections, tous les fils et filles de ce pays sont appelés à renforcer la cohésion et l'unité nationale, à en croire Zungula Akibode, consul honoraire de la Centrafrique au Togo. Récompense du savoir est un projet qui consiste à célébrer la culture de l'excellence en milieu scolaire. Et ce projet est sa première édition. Et pour cette édition, donc, les meilleurs élèves de 6e en terminale et ceux des examens nationaux dans les lacs ont été récompensés. Et c'est une initiative de Sa Majesté Nana Ané Ohiniko Kwamdesu 15, roi d'éminent et chef traditionnel de la ville de Lomé. Et ce projet est parrainé par le chef de l'État. Le compte rendu avec Robert Kotogbe et Silver Abdou. Plus de soucis pour les premiers des examens nationaux du Togo pour la poursuite de leur cursus scolaire et universitaire. Sa Majesté Nana Ané Ohiniko Kwamdesu 15, roi d'éminent, leur garantit une nouvelle année scolaire par des prix d'excellence. Pour la circonstance, Sémévor Léonard Agbedinou, élève au lycée scientifique de Lomé, premier du baccalauréat deuxième partie avec une moyenne de 17,42, a bénéficié d'une enveloppe financière de 200 000 francs CFA, des dictionnaires, des livres et d'un ordinateur portable. Il en est de même pour les premiers du bac 1, du BEPC et du CEPD. Les meilleurs élèves de la préfecture des Lacs de la 6e en terminale ont été également primés. Les écoles les plus distinguées de l'année ont reçu des prix d'encouragement. Cette année, nous étions obligés, pas obligés, mais avec plaisir, de primer, par exemple, le premier au baccalauréat, qui n'est pas de notre préfecture. Primer le premier au probatoire, dont on ne connaît pas encore d'où il sortira. Et primer le premier du BEPC, qui est des plateaux. Nous voulons que notre action ait une envergure nationale, et non plus de la commune et préfectorale. Nous allons employer les années à venir pour l'étendre et voir de quelle manière je peux y associer mes autres collègues chefs traditionnels. Vous les avez vus en grand nombre venir m'entourer de leur amitié pour participer également à cet événement.
On était en train de me donner le prix. Il y a une immense joie qui m'est animée, justement que je n'aurais pas les mots adéquats pour les exprimer. Mais toutefois, je remercie tout d'abord Dieu et cette fondation-là et que ça continue dans d'autres localités pour encourager nos jeunes frères et grandes sœurs à continuer dans le processus de l'excellence. 140 apprenants ont été primés pour cette première édition du projet Récompense du savoir de la Fondation Nana Année 15. J'ai eu l'ainsi l'honneur de représenter le chef de l'État à cet événement exceptionnel. Je voudrais d'abord dire que je remercie le chef Nana Année 15 pour avoir pris cette initiative qui est unique mais qui nous rappelle de très bons souvenirs puisque quand nous étions jeunes, nous aussi, nous avons participé à des cérémonies où l'excellence était reconnue et c'était une compétition. Le social et l'excellence dans le travail et le savoir pour les jeunes est quelque chose qui est au cœur de la politique du chef de l'État, comme vous le savez. Et nous souhaiterions que de tels événements se répètent, non seulement à Anéran, mais dans toutes les préfectures du Togo. Déjà en 2012, Sa Majesté Nana Année Ohiniko Kwamdessou 15 a mis sur pied le programme Excellence Junior, un programme qui se matérialise chaque fin d'année par une convention d'aide scolaire et de bourse d'études au profit des meilleurs élèves des inspection Lac Est et Ouest. Cette année, environ 90 élèves bénéficieront de cette aide. Et les meilleurs élèves ont donc reçu leur prix des mains, entre autres, de Sa Majesté Nana Année Ohiniko Kwamdessou 15, roi des Minas et chef traditionnel de la ville d'Anéran, promoteur de récompense du savoir. L'émission Au cœur de la nation de ce soir revient sur une actualité ayant marqué cette semaine. Il s'agit du lancement officiel de la plateforme informatisée de gestion du contentieux commercial, un outil destiné à moderniser les conditions de travail des juges et auxiliaires de justice des chambres commerciales du tribunal et de la cour d'appel de Lomé et favoriser ainsi le traitement rapide et efficace des litiges commerciaux. Et ce soir donc, Franck Missité et ses invités reviennent donc sur plus de précisions sur ce nouveau système et surtout les avantages que les acteurs de la justice et les justiciables pourront en tirer. Au cœur de la nation, c'est à suivre donc en direct sur la télévision togolaise à partir de 21h. Et c'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi, où que vous soyez, grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de la préfecture des Lacs. Au revoir.